Bonjour, j'espère que la présentation de Madame Boivin vous a plu. Maintenant, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre troisième conférencier qui est Monsieur Antoine Dionne, phytopathologiste à la direction de la phytoprotection du MAPAC. Monsieur Dionne va nous parler principalement des tests de laboratoire pour la détection de la rugose. Bon visionnement. Bonjour, je me nomme Antoine Dionne, je suis phytopathologiste au laboratoire de diagnostic en phytoprotection et je vais vous parler des différents tests qui sont utilisés pour la détection du virus du fruit rugueux brun de la tomate. Les objectifs de la présentation, en gros, c'est de décrire un peu c'est quoi les différents tests qui sont disponibles et un peu de voir quelles sont les limites de ces différents tests-là et qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a des variations de résultats qu'on peut observer parfois entre les laboratoires. On va commencer par quelques définitions. Je vais parler abondamment de spécificité, de sensibilité tout au long de la présentation. Donc, qu'est-ce que la spécificité? Dans le fond, c'est un peu qu'est-ce que le test permet de détecter? Est-ce qu'il permet de détecter seulement ce qu'on veut ou peut détecter d'autres organismes aussi qui ne sont pas nécessairement ceux que l'on recherche? Donc, c'est un peu comme si on avait une immense cible, donc qui ne nous permet pas d'être très précise. Donc, on vise de façon beaucoup plus aléatoire, comparativement à un test qui va être très précis, qui va nous permettre de détecter uniquement ce que l'on recherche. Au niveau de la sensibilité, en fait, c'est quelle quantité minimale peut être détectée. Donc, par exemple, dans le cas des virus, donc, est-ce que le test va permettre déterminer, de détecter si le virus est présent lorsqu'il est en très petite quantité, donc en début d'infection, ou par exemple dans un lot de semences, ou si on doit avoir une quantité plus importante du virus, là, donc pour permettre la détection. Au niveau des différents tests, donc il y a principalement deux techniques qui vont être utilisées là, au niveau de la détection, soit les tests sérologiques ou les tests de biologie moléculaire. Donc, pour ce qui est des tests sérologiques, ce qu'on appelle les tests ELISA, donc le principe est d'utiliser des anticorps qui vont réagir avec des antigènes. Dans ce cas-ci, ils vont réagir avec des protéines virales. L'avantage de ces protocoles, de ces tests-là, c'est que les protocoles sont semblables pour les différents virus. Donc, on peut, dans le fond, c'est simplement les anticorps qui vont être utilisés qui vont varier. Et donc, ça permet, avec sensiblement les mêmes opérations, là, de faire la détection simultanée de plusieurs virus de différentes plantes différentes. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas extrêmement sensible. Et aussi, c'est qu'on est dépendant des fournisseurs d'anticorps. Donc, les anticorps ne sont pas produits au niveau du laboratoire, donc on les achète d'une compagnie qui en fait la production. Et donc, certains anticorps ne sont pas disponibles pour certains virus visés. C'était le cas au niveau du virus de la rugose. Là, les principaux producteurs d'anticorps ne le vendaient pas jusqu'à tout récemment. Et aussi, donc, c'est un peu moins sensible et ce n'est pas toujours très spécifique. Là. Donc, comme les anticorps vont réagir avec une protéine virale, si d'autres virus ont des protéines virales qui sont semblables, donc il peut y avoir une réaction croisée. C'est notamment le cas avec les anticorps pour le virus de la mosaïque du tabac. Et donc, le virus de la tomate rugueuse va interagir avec les anticorps du virus de la mosaïque du tabac. Ce qui peut être un avantage, notamment au niveau des tests qu'on appelle immunostrip, donc des immunostrips qui sont disponibles pour la détection du TMV, là, ou le Tobacco Mosaic Virus, et qui vont interagir avec les protéines virales aussi qui sont présentes dans le virus TOBRFV. Donc, c'est des tests qui sont disponibles, qui prennent quelques minutes à réaliser, qu'on peut faire sur le terrain. Et donc, si la rugose est présente avec ces tests-là, ça nous permet d'avoir un certain signal. Normalement, les variétés de tomates de serre qui sont disponibles sont résistantes au virus de la mosaïque du tabac. Donc, une réponse positive laisse croire que le TOBRV serait présent dans ces échantillons. Donc, on peut voir rapidement, ça fonctionne un peu comme un test de grossesse. Là. Donc, il va y avoir généralement deux bandes là, qui vont être présentes. Donc, une bande comme celle du haut qui est la bande de contrôle pour s'assurer que le test a fonctionné. Et une bande qui apparaît lorsque le virus est détecté. Donc, ici, on voit que, somme toute, c'était sur la belle tomate qui est derrière moi. Là. Donc, les tests ont été faits.
Et on voit que la réponse est somme toute assez faible. Donc, la charge virale était très importante, mais malgré ça, le résultat, on voit que le résultat est assez faible. Donc, on voit que la sensibilité n'est pas extrêmement importante, mais ça reste des outils intéressants en serre pour avoir disons, un pré-diagnostic pour s'assurer que si le virus est présent. Au niveau des tests de biologie moléculaire, donc le principe, c'est d'amplifier une séquence génétique ciblée. Donc, on va utiliser des amorces qui vont être spécifiques à l'organisme ciblé. Dans ce cas-ci, le virus, le mosaïque, le virus, excusez-moi, de la rugose. Et donc, en gros, c'est le principe des PCR. Et le RT devant le PCR, c'est simplement parce que c'est un virus à ARN. L'ARN se dégrade assez rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une traduction en ADN complémentaire, donc ce qu'on appelle du cDNA. Donc, l'avantage de ces techniques-là, c'est que c'est très rapide, très sensible. Le coût du test est somme toute assez faible et qu'il y a aussi possibilité d'obtenir des amplicons de bonne taille pour le séquençage. Donc, si le test n'est pas très spécifique, on peut avoir une validation lorsqu'on va faire séquencer ce qui a été amplifié, ce qu'on appelle les amplicons. Donc, on va pouvoir comparer cette séquence-là avec des séquences du virus dans des banques internationales, puis s'assurer que ce qu'on a amplifié, c'était bel et bien de l'ARN du virus. Au niveau des inconvénients, en gros, c'est que comme c'est un test, le principal inconvénient, c'est comme c'est un test qui est très sensible, ça prend une quantité très, très faible de contaminants pour avoir des faux positifs. Je vais faire une petite description tout à l'heure de ce qui est des faux positifs et faux négatifs. Donc, il y a la variante aussi quantitative du PCR, ce qu'on appelle le qPCR. Donc, l'avantage, c'est que c'est encore plus rapide et c'est encore plus sensible que la PCR conventionnelle. Par contre, les amplicons qui sont générés par cette technique-là sont généralement plus courts. Donc, si on veut faire s'assurer de la spécificité de la réaction, on va avoir une réponse qui est un peu moins sûre. Là. Dans le fond, la séquence va être moins longue, donc on a moins de paires de bases qu'on peut comparer, une séquence plus courte qu'on peut comparer aux banques internationales. Donc, les probabilités d'erreur sont un petit peu plus élevées par rapport au PCR traditionnel. Donc, en résumé, on voit que les tests de biologie moléculaire ont une spécificité, une sensibilité qui est plus importante. Au niveau des délais de réponse minimale, pour tous les tests, là, ça se calcule en quelques jours. Donc, c'est des tests qui se font assez rapidement. Et au niveau des coûts, on voit que les tests de biologie moléculaire sont relativement moins dispendieux par rapport aux tests sérologiques. J'ai aussi mis la viabilité, je pense que c'est important d'en parler. Donc, les tests de biologie moléculaire ou sérologique ne permettent pas de s'assurer que les organismes détectés sont viables et virulents. Au niveau de la virulence, il y a certains trucs qui peuvent être faits, là, mais pas pour ce qui est du virus de la rugose. Mais donc, ça permet de faire la détection. On sait que l'organisme est présent, mais est-ce qu'il peut vraiment causer des symptômes et tout ça? On ne le saura pas nécessairement. Au niveau des virus, il faudrait inoculer avec de la sève, avec un extrait de la plante, une autre plante. En général, on parle de tabac là, qui réagit plus rapidement. Ce qui n'est pas nécessairement fait là, dans les labos de diagnostic. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer maintenant qu'il y a des différences entre les laboratoires? Je vais continuer avec mes définitions. Donc, ce qui est un faux positif, donc c'est lorsqu'un résultat est positif au laboratoire, mais qu'en réalité, l'échantillon n'est pas porteur du virus. Donc, ce que ça occasionne un faux positif, c'est du stress, bien sûr, pour les entreprises, une réaction qui n'est pas nécessaire, à la fois en temps, parfois en pesticides, dépendamment des organismes, et en coût. Pour ce qui est des faux négatifs, c'est lorsqu'un résultat laboratoire est négatif, mais qu'en réalité, l'échantillon est infecté. Donc, il n'y a aucune réaction qui est mise en œuvre chez les entreprises et, dépendamment de la problématique, mais dans le cas de la rugose, des pertes de rendement et des coûts très importants peuvent être occasionnés par une réaction qui n'aura pas eu lieu là, ou qui va être trop tard par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Donc, au laboratoire, on va essayer d'éviter autant que possible les faux négatifs. Et bien sûr, on essaie d'éviter aussi les faux positifs. Donc, qu'est-ce qui nous permet de contrôler le risque d'erreur? Donc, on va ajouter dans les expériences ce qu'on appelle des contrôles. Des contrôles positifs. Les contrôles positifs vont simuler un résultat positif pour une étape donnée. Donc, on s'assure que cette étape-là
s'il y avait un cas positif, elle puisse le faire. Et des contrôles négatifs qui vont simuler un résultat négatif pour une étape donnée. Les contrôles négatifs nous permettent de s'assurer qu'on n'ait pas de contamination pendant nos tests. Bien sûr, les répétitions vont permettre aussi d'avoir une meilleure appréciation des résultats. Donc, plus on répète l'expérience, plus on a de résultats, plus on est sûr de la validité du résultat. Et il y a des différentes validations qui peuvent être faites aussi entre les différents laboratoires. Donc, c'est ce qui a été fait pour les premiers cas de détection de rugose. Donc, on a envoyé des échantillons et des extractions d'ARN à d'autres laboratoires qui nous ont confirmé que ces cas-là étaient effectivement positifs. Et aussi, à l'intérieur d'un même laboratoire, ce qui peut être fait, c'est l'utilisation de plusieurs protocoles. Donc, on va faire plusieurs tests sur un même échantillon pour s'assurer que la réponse est valide avec ces différents tests-là. Et quelles sont les principales raisons qui peuvent expliquer que des résultats diffèrent d'un laboratoire à l'autre? Bon, il y a premièrement l'échantillonnage. Donc, c'est sûr que l'échantillonnage qui va être fait à la ferme ou en serre dans ce cas-ci va avoir un impact. Donc, si ce n'est pas les mêmes plants qui ont été échantillonnés, même si c'est des régions différentes du même plant, donc le virus voyage dans le plant, mais la réponse, sa propension à se disperser dans l'ensemble de la plante est variable aussi. D'ailleurs, semble-t-il qu'une des variations génétiques qui permet au virus de contourner le gène de résistance serait au niveau des protéines de mouvement dans les cellules. Donc, la réponse, la dispersion systémique du virus de la rugose serait un petit peu moins rapide que pour d'autres tobamovirus. Au niveau des techniques de détection différentes, là, bien sûr, on va y venir, là, mais c'est sûr que s'il y a des techniques de détection qui sont différentes utilisées dans les différents laboratoires, ça va avoir un mot à dire. Puis, bien sûr, l'interprétation, communication des résultats. Ce point-là, c'est simplement pour vous dire que ça peut arriver pour certaines problématiques, notamment la rugose. Si jamais on a des contrôles qui ne fonctionnent pas bien, par exemple, un contrôle négatif qui va sortir positif, mais on a une réponse positive aussi. Donc, ce qui voudrait indiquer normalement qu'on a probablement un faux positif. Mais compte tenu de la problématique et de sa dispersion qui peut être extrêmement rapide, on peut quand même faire un appel ou envoyer un rapport partiel pour dire que le virus est potentiellement trouvé, mais qu'il y a des tests de confirmation qui vont être faits aussi pour s'assurer que les gens puissent avoir une réponse adéquate dans le cas où ça serait positif. C'est sûr que ça occasionne un stress pour les producteurs, mais comme je vous l'expliquais, un faux positif est généralement moins grave pour une entreprise qu'un faux négatif. Donc, ça arrive pour certains cas où justement le temps de réaction est très important, où on va divulguer un résultat préliminaire, même si ce résultat préliminaire-là nous semble douteux. Donc, on va regarder un petit peu plus au niveau pratique, qu'est-ce que ça implique un test de laboratoire. Puis vous allez voir qu'il y a de nombreuses variables qui entrent en ligne de compte. Donc, pour un même protocole, il peut y avoir effectivement des résultats qui vont être différents d'un laboratoire à l'autre pour différentes raisons. Donc, on va prendre l'exemple du PCR classique. Donc, ça va vous mettre en relation un peu ce qui est fait dans les différents laboratoires. Donc, il y a 4 principales étapes. Donc, l'échantillonnage. On parle généralement moins d'1 gramme. Donc, c'est sûr que l'échantillonnage dans la serre va avoir son impact, mais l'échantillonnage aussi au sein du laboratoire. Donc, on ne va pas prendre l'ensemble du plant, malheureusement. On prend seulement des zones où la charge virale risque d'être plus importante. Donc, l'échantillonnage au sein du laboratoire peut avoir des conséquences sur les résultats. L'extraction, c'est la deuxième étape. Donc, on va extraire l'ensemble du matériel génétique que l'on recherche, dans ce cas-ci de l'ARN. Ensuite, on va amplifier une partie du génome à l'aide d'amorces spécifiques. Donc, on va vraiment amplifier un signal génétique. Et finalement, on va faire la lecture de ce signal. Au niveau de l'échantillonnage, comme je le disais, le volume est souvent très faible, là, surtout pour des tests de biologie moléculaire. Donc, il faut vraiment avoir un prélèvement qui est très ciblé, qui va nous permettre d'avoir une réponse constante et permettre d'aller chercher l'organisme s'il est présent. Donc, au niveau du TOBRFV, encore une fois, il n'y a pas de protocole d'échantillonnage qui est vraiment déterminé. Ce qui est surtout visé, en général, c'est comme si un virus
Les virus ont un déplacement plutôt passif dans les plantes, donc vont suivre les flots de sève. Donc, on va chercher généralement des jeunes feuilles ou des fruits. Et on va viser des endroits où le virus peut être présent, là, donc dans le système vasculaire, que ce soit dans le pétiole, la nervure principale, ou le système vasculaire des tiges ou des fruits. Compte tenu du volume qui est très faible aussi, ben ça peut être bien de faire des répétitions d'échantillonnage. Donc, ça nous permet de couvrir un peu plus large et d'avoir une meilleure appréciation de ce qui peut être présent dans l'échantillon. Au niveau de la rugose aussi, on va en parler abondamment, mais c'est un virus qui est très difficile à éliminer dans l'environnement. Donc, c'est important d'avoir des contrôles négatifs au niveau de l'échantillonnage aussi. Donc, au laboratoire, ce qu'on utilise, c'est une plante non hôte qui va être prélevée juste avant avec les mêmes outils donc, pour s'assurer que notre matériel qui est utilisé ne soit pas contaminé et qu'on ne contamine pas l'échantillon qu'on a devant nos yeux. On va aussi éviter d'avoir un contrôle positif, question d'éviter d'avoir une contamination. Là. Donc, on n'utilisera pas des tomates qui sont porteuses pour s'assurer qu'on ne contamine pas notre matériel. On va limiter autant que possible les manipulations, puis on va s'assurer d'une désinfection du matériel entre chaque prélèvement. Au niveau de l'extraction, il y a différentes méthodes d'extraction et ces différentes méthodes-là vont avoir un impact sur la qualité et la quantité de matériel génétique qui va être prélevé. Donc, en général, c'est un peu une bataille entre les deux. Là. Plus on veut de qualité, moins on va avoir de quantité. Plus on veut de quantité, moins on va avoir de qualité. Donc, c'est toujours un équilibre à avoir dans tout ça. On va utiliser des contrôles positifs pour s'assurer que l'extraction a bien fonctionné. Donc, on va idéalement utiliser un gène de la plante, là, ce qui limite le potentiel de contamination. Donc, si on est capable d'amplifier certains gènes qui sont présents dans la plante, donc on s'assure qu'on a extrait du matériel génétique de la plante. Par contre, l'utilisation de ces contrôles-là peut affecter la sensibilité. On va bien sûr avoir un contrôle négatif pour s'assurer qu'on n'ait pas de contamination au niveau de l'extraction. Au niveau de l'étape où on va amplifier le signal génétique, excusez-moi, c'est là qu'il y a différents protocoles, environ une dizaine de protocoles publiés pour ce qui est du virus de la rugose. Aussi, il y a différentes chimies qui sont utilisées au niveau de cette étape-là, là, selon les différents laboratoires et qui vont avoir encore une fois un impact sur la sensibilité et la spécificité. L'utilisation de contrôle positif et négatif, encore une fois, à cette étape-ci. Donc, ce qui nous vient à la question, mais combien de contrôles? Normalement, c'est au minimum un positif et un négatif par étape, avec certaines variations, bien sûr. Mais normalement, lorsqu'on fait ces étapes, les différentes étapes, on va regrouper des échantillons ensemble. Donc, ce n'est pas nécessairement un contrôle par échantillon qui va être fait, c'est un contrôle par extraction, par exemple, ou par amplification. Au niveau du TOBRFV, donc, on en met plus en raison de sa persistance dans l'environnement. Donc, on veut s'assurer, puis il n'y a pas énormément de données sur les produits de désinfection non plus. Donc, on veut s'assurer qu'on n'ait pas de contamination au niveau de nos différentes étapes de laboratoire. Donc, pour vous donner un exemple là, au laboratoire d'expertise diagnostique en phytoprotection, pour chaque échantillon de TOBRFV, on a environ entre 14 et 16 résultats analysés pour s'assurer que la présence ou non du virus, là, ça implique donc des répétitions, des différents protocoles qui sont utilisés aussi pour avoir une validation au sein du laboratoire, des contrôles et du séquençage si jamais l'échantillon est positif. Et aussi, si plus un échantillon est positif dans un même run d'extraction, par exemple, pardonnez-moi l'anglicisme, on reprend tous les échantillons individuellement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de contamination à travers ces différents échantillons-là. Et bien sûr, nos tests évoluent, donc ça ne fait pas très longtemps ça fait depuis l'automne qu'on a ces problématiques-là. Donc, on a appris aussi, on a amélioré un peu nos protocoles et on migre maintenant vers des protocoles un peu plus standards au niveau de PCR quantitative pour que ça soit un petit peu plus rapide aussi, un petit peu plus sensible. Et on continue de faire de l'optimisation de nos tests. Donc, en résumé, encore peu de travaux de recherche qui sont effectués sur le virus. Donc, ça fait seulement 6 ans que le virus a été déclaré publiquement dans une publication scientifique. Là. Donc, c'est très peu de projets de recherche, même si le virus a pris une ampleur internationale depuis ce temps-là. Donc, il est maintenant retrouvé sur à peu près tous les continents.
Il n'y a pas encore de protocole de détection de référence officiel. Il y a quand même des recommandations de protocole au niveau des semences, puis ces protocoles-là semblent faire de plus en plus l'unanimité. Et même avec ces mêmes protocoles-là, pour un même test, les résultats peuvent varier d'un labo à l'autre. Donc, je vous parlais des différentes étapes. Là, les différentes étapes sont adaptées, vont être adaptées en fonction de l'équipement, en fonction de la chimie aussi qui est utilisée dans les différents laboratoires. Et bien sûr, le niveau de contrôle aussi peut être variable d'un laboratoire à l'autre. Donc, c'est toujours une gestion du risque qui peut être différente. Et finalement, ben, je vous invite à communiquer avec le phytopathologiste qui vous fait qui signe le rapport aussi si vous avez des questions pour bien comprendre les limites des différents tests. Et aussi, si vous avez des résultats que vous remettez en doute aussi, c'est toujours bien de communiquer. Il y a toujours possibilité de refaire des tests ou de réévaluer tout ça aussi. Donc, on apprécie toujours avoir un retour sur nos diagnostics. Donc, n'hésitez jamais à communiquer avec nous. Sur ce, je vais répondre à vos questions dans quelques instants.